Nous accueillons à présent Monsieur Fassifiri qui représente le CDH pour la ville de Bruxelles. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes entre autres député régional, échevin de la ville de Bruxelles en charge de la culture, de l'emploi et de l'état civil. Et enfin, vous êtes président du CDH à Bruxelles. Alors, vous vous présentez troisième pour le CDH à la ville de Bruxelles. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Eh bien, allons-y. Alors, Monsieur Fassifiri, si le CDH remporte les élections à la ville de Bruxelles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Alors, merci d'abord pour l'invitation. 3 projets prioritaires qu'on voudrait mettre en œuvre si on a la chance de continuer la politique qu'on a commencé à mener il y a 6 ans déjà. Alors je vais vous dire d'abord les 3 projets et puis quelque chose qu'on a réussi ces années-là et qu'on a envie de poursuivre aussi. D'abord, on a envie de généraliser une opération pilote qu'on a lancée ces années-ci qui s'appelle Coup de pouce. Le principe, c'est de soutenir la jeune création. On donne un coup de pouce à des jeunes artistes qui cherchent un endroit pour enregistrer un album, qui cherchent des scènes pour pouvoir se produire, des troupes de théâtre amateurs qui veulent se professionnaliser, des gens qui écrivent des scénarios mais qui savent pas trop comment faire pour le faire transformer en spectacle vivant, etc. Donc on a fait des expériences pilotes, ça a très très bien fonctionné, on a envie de le généraliser. Et pour le généraliser, on travaille avec des scènes de centres culturels de proximité, on a plusieurs centres culturels à la ville de Bruxelles, à Laken, dans les Marolles, dans le centre-ville, un peu partout, mais on travaille aussi avec des scènes beaucoup plus institutionnelles, plus importantes, plus installées, comme le Palais des Beaux-Arts, comme des lieux comme ça, le Théâtre Royal du Parc, des lieux qui sont prestigieux, qu'on ouvre à la jeune création. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie vraiment de généraliser pour soutenir la jeune création. Deuxième projet, c'est de faire un grand marché annuel à la rentrée artistique qui se passe grosso modo en septembre, un grand marché artistique et culturel. Le principe, c'est quoi ? C'est de rassembler sur un périmètre donné tout ce qui offre de la culture pendant l'année académique, pendant l'année artistique de septembre à juin. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de faire des choses. Mais il y a tellement d'offres, et quelque part c'est un peu un paradoxe, il y a des gens qui se plaignent dans certaines villes ou d'autres pays qu'il n'y a pas assez d'offres culturelles. Nous avons la chance d'avoir une effervescence culturelle à Bruxelles, mais il y a tellement de choses que parfois on s'y perd. L'idée c'est d'offrir un marché, un espèce de marché, une foire, où les gens déambulent, se baladent, découvrent de stand en stand l'offre culturelle de tel lieu, de tel gros événement, de tel producteur, de tel artiste, etc. Tout en ayant évidemment des aperçus avec des scènes, avec des showcases, avec des petites avant-premières et des choses comme ça, pour agrémenter et donner envie aux gens de faire quelque part déjà leur programme artistique de l'année. Ça, c'est un deuxième projet. Le troisième projet, c'est de réaliser une maison du hip-hop et des cultures urbaines. On a lancé sous cette législature-ci, avec Joël Milquet et moi-même, vraiment une grosse politique de soutien aux cultures urbaines. On est passé de 0 € qui était investi avant nous à 250 000 € en 5 ans. 250 000 € qui ont servi à soutenir des groupes, à créer des festivals, à créer une brocante. Parce que la culture urbaine, c'est beaucoup plus que des disciplines, c'est aussi une manière d'être, c'est aussi des vêtements, c'est aussi des logos, c'est aussi des maisons de production. Et donc, il faut pouvoir faire vivre toute cette culture qui existe, qui est malheureusement un peu trop passée sous le radar. On a envie de la mettre au-dessus du radar. Et un des projets que nous avons, c'est d'avoir un immeuble, un endroit dans la ville qui soit la maison des cultures urbaines, un lieu de répétition, de création, de diffusion, d'expression, qui soit évidemment ouvert à tous et qui soit un point de rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment les cultures urbaines. Ça, c'est les 3 projets. Nous avons fait pas mal de choses ces dernières années. Je ne vais pas les faire en détail. On a déjà, à mon avis, dépassé la minute 30. On est limite. Mais en 2 mots, on a investi énormément sur la proximité, que les moyens publics de la ville servent tous les quartiers, irriguent toutes les populations de la ville, parce que la ville c'est un grand territoire étendu où il y a 165 000 habitants de différentes catégories sociales, etc. Tous doivent pouvoir bénéficier de l'argent public pour la culture, on a fait ça énormément, et on a aussi investi sur la diversité. Il faut que la diversité culturelle qui fait la richesse de notre ville, eh bien, puisse se déployer, puisse être reconnue, puisse en fait faire partie de notre identité collective. Les projets que nous avons menés s'inscrivent vraiment dans ces 2 objectifs, proximité, diversité. Voilà, alors, comment allez-vous attirer les jeunes, ici on parle en termes de communication, de différents canaux, pour
vraiment attirer les jeunes, un public jeune, mais aussi des artistes jeunes, à venir participer, par exemple, au marché annuel des artistes ou à l'opération Coup de pouce, etc. Ben, la vérité, c'est que la communication, c'est ce qui est le plus délicat à réussir, en fait. D'abord, budgétairement, c'est un poste qui coûte de plus en plus, l'air de rien. Même si on pourrait croire que les outils de communication sont de plus en plus gratuits, les réseaux sociaux, etc. Mais ça nécessite quand même des investissements, ne fût-ce que pour penser des stratégies de communication. Et là, les pouvoirs publics et la ville, et j'espère avoir la chance d'être encore 6 ans échevin de la culture, parce que ce serait une de mes priorités internes à la ville, c'est transformer le service de la culture, transformer l'administration pour la faire se marier, pour la faire coller à la réalité, surtout à la vitesse d'évolution des outils de communication de la population et des jeunes évidemment, parce que c'est par les jeunes que commencent les changements de société. Et donc, mon idée, c'est vraiment de transformer l'administration et le fonctionnement de la ville pour rattraper le retard qu'on a accumulé au fil des années. Mais donc, principalement, c'est de faire un mix en matière de communication. On ne peut pas utiliser un seul support. On doit continuer à être visible dans l'espace public. Il nous faut des affiches un peu partout dans la ville. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse communiquer en direct vers les personnes. Et donc, on constitue progressivement des fichiers pour communiquer par SMS, pour communiquer par email, pour passer par les réseaux sociaux, où nous avons pour chaque événement, je pense à Nuit Blanche qui est un événement organisé par le service de la culture, par la ville de Bruxelles. Eh bien, on a depuis quelques années la page Facebook de Nuit Blanche, avec des milliers de membres, des milliers de fans, qui permettent aussi de diffuser cette communication à leurs proches dans leur propre réseau, et la force de démultiplication est infinie. Et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, mais qui permet d'être chaque fois au goût du jour, parce que ce qui est fort aussi avec les réseaux sociaux, c'est pas de la communication top-down, c'est pas de la communication unidirectionnelle. On communique entre soi, entre les gens qui sont sur ces pages-là. Et donc, on entend aussi les envies des gens, on entend aussi les besoins pour voir Nuit Blanche se déployer, évoluer d'année en année, et donc on apprend de cette communication bidirectionnelle, multidirectionnelle même, pour essayer chaque fois d'améliorer l'offre culturelle que nous soumettons à la population, aux jeunes et au grand public. Alors, pensez-vous que les 3 projets que vous m'avez cités soient réalisables du point de vue financier ? Ici, je m'explique. Bon, on sait que voilà, c'est la crise, les communes ont toutes été touchées d'une manière ou d'une autre. Et ce partout dans le monde. Et malheureusement, devrais-je dire, c'est souvent le budget de la culture qui, en premier lieu, se fait raboter pour arriver à l'équilibre budgétaire. Comment allez-vous faire en sorte de réaliser ces investissements du point de vue financier ? Alors, excellente question, parce que là aussi, je crois que tout comme la communication, le financement doit faire l'objet d'une révolution mentale de tous les opérateurs de la culture en général, qu'ils soient publics ou associatifs. Privés, il y en a moins en fait, parce que le financement de la culture ne peut plus non plus être d'une seule source. On doit multiplier, on doit être créatif. Je vais donner un exemple très concret. Mannequin Peace. Tout le monde connaît Mannequin Peace. Mannequin Peace dépend de la ville de Bruxelles. Le petit bonhomme qui se trouve rue de l'Étuve, rue du Chêne, eh bien, c'est la ville de Bruxelles, c'est mes services pour le moment qui s'occupent de préserver ce patrimoine, de le faire vivre, de le faire connaître à l'étranger, etc., etc. Eh bien, Mannequin Peace est dans le domaine public. C'est-à-dire que l'image de Mannequin Peace, contrairement à l'Atomium par exemple, comme ça fait longtemps qu'il est dans l'espace public, l'image appartient au domaine public. Vous pouvez faire une carte postale avec Mannequin Peace sans rien payer comme droit au propriétaire qui est la ville de Bruxelles. Alors, l'effet de ça, c'est qu'il y a énormément de magasins, de producteurs qui produisent pour les touristes des petits bonhommes Mannequin Peace, des choses comme ça. Ils font leurs bénéfices avec ça, ils vivent de ça, tant mieux pour eux, mais la ville ne le fait pas. Mais ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut corriger. Il faut que la ville elle-même puisse, quelque part, tirer un bénéfice de l'image de Mannequin Peace. Et je cite Mannequin Peace, je peux citer énormément d'autres, mais je sais que tout le monde connaît Mannequin Peace. Et donc, on peut aller chercher des revenus là, qu'on réinjecte dans les politiques culturelles. La différence entre nous et un commerce qui vend des petites statuettes Mannequin Peace, c'est que lui le fait pour vivre lui, sa famille, ses actionnaires, j'en sais rien. Nous, non. Nous, c'est pour réinvestir les bénéfices dans les politiques culturelles. C'est un exemple. Il y en a énormément. Il faut être créatif. Il ne faut pas uniquement se baser sur les dotations publiques. Il faut aussi faire ses propres recettes de financement. Alors, le BSF, vous l'avez cité tout à l'heure. C'est vrai que le BSF était un très beau festival. La ville de Bruxelles investit la moitié du budget de BSF. L'autre moitié du budget, on va le chercher ailleurs, dans le sponsoring, mais aussi par les recettes. Vous avez remarqué que le BSF est devenu payant. Mais il est toujours plein quand même, et il y a principalement des jeunes. Moi, sur ce débat-là, si vous le permettez, je ne crois pas à la culture gratuite
Pendant longtemps, on a dit il faut la gratuité, il faut la gratuité. Je pense pas parce que c'est pas vrai. La gratuité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Quand vous ne payez pas vous en tant qu'usager, c'est le pouvoir public qui paye. Donc c'est le contributeur en vous qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Moi, je ne crois pas à cette gratuité. Je crois plutôt à la ventilation des coûts dans différentes manières de chercher le revenu. Et donc si on arrive à faire comme ça du merchandising, les t-shirts du BSF qui se vendent pour la première fois cette année et qui rapportent des petits sous qui sont réinvestis dans le festival, eh bien c'est autant d'argent qu'on ne va pas demander à l'usager lui-même. Donc il faut un mix aussi dans la politique tarifaire, dans la politique du montage financier de l'événement ou du lieu culturel d'ailleurs, et nous devons vraiment aller là-dedans. J'ai essayé avec l'administration de penser vraiment à ça. On a recruté quelqu'un, c'est un profil qu'il n'y a pas dans les administrations culturelles en général. C'est un profil un peu d'ingénieur commercial ou d'ingénieur financier qui pense les montages financiers des activités culturelles. On avait des historiens de l'art, on avait des gens qui connaissent les disciplines artistiques, et ils sont de qualité, heureusement qu'on les a d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus pour être un service public, surtout dans une capitale. Bruxelles est la capitale de l'Europe, et donc les gens nous attendent aussi avec une offre culturelle à l'image de toute l'Europe. On doit pouvoir y répondre en étant créatif et en étant à la pointe. Et c'est ce que j'espère avoir l'occasion de faire dans les 6 prochaines années. Alors, de quelle manière votre parti, le CDH de la ville de Bruxelles, vous soutient dans la réalisation de ces projets? Autrement dit, comment est-ce qu'en fait, au CDH, et de manière plus générale ici, comment est-ce qu'au CDH de la ville de Bruxelles, on voit et on conçoit la culture? Alors, c'est un travail qui ne dépend pas d'un moment donné, la campagne électorale ou quoi. C'est un travail qui se fait tout le long de la législature et de manière transversale avec les niveaux de pouvoir. Parce qu'il y a des choses qui se font au niveau municipal, d'autres qui se font au niveau régional, etc. On connaît la chanson. Et il ne faut pas travailler en îlot fermé. Et il faut que ces îlots puissent communiquer entre eux par des ponts, des bateaux, peu importe le moyen de communication, mais il faut que ça communique. Donc ce qu'on fait au niveau du parti, ou d'un parti en général, c'est essayer de rassembler toutes les personnes qui ont des choses à dire sur un sujet, quel que soit le niveau de pouvoir, et puis de brainstormer, de réfléchir avec des gens ensuite, des experts qui essayent de matérialiser ça, de rendre ça réaliste, pratico-pratique. Et c'est à eux que revient le travail de dire « Ah, ça va à la région. Ah, ça c'est plutôt la communauté. Là, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose au fédéral, etc. » Mais quand on réfléchit, on ne doit pas se mettre de barrière. On doit réfléchir sans frontières institutionnelles. On doit réfléchir sans mur. On doit être libre totalement dans la réflexion. Et pour être fort dans la réflexion, il faut être plusieurs dans la réflexion et il ne faut pas d'hiérarchie. Et donc on essaie d'éviter les hiérarchies. Il faut que les gens réfléchissent ensemble et chacun apporte une expérience qui peut servir à un autre. Ça, c'est ce travail coopératif, vraiment, qui est, je crois, une des clés de la réussite de nos sociétés modernes ou post-modernes d'ailleurs, c'est que chacun amène son expérience personnelle. Et il n'y en a pas une qui vaut plus. Quelqu'un va avoir une expérience qui a l'air d'avoir rien à voir avec un sujet, mais qui va peut-être, comme on dit, out of the box. Elle va nous sortir de la boîte dans laquelle on pense, et en réfléchissant autrement à la même réalité, on va avoir plein de nouvelles idées. Et bien, c'est ça qu'on essaie de faire au niveau du CDH, que ce soit pour la culture ou pour tous les autres sujets qui sont les sujets de gestion de la politique et donc des biens et des bienfaits pour les citoyens. Alors, après avoir un peu plus parlé politique, on va retourner maintenant un peu plus sur les jeunes. On sait que bien souvent, ils ont un problème d'image, de reconnaissance. Et notre question ici, c'est en quoi les projets que vous venez de nous présenter vont permettre à ces jeunes de justement se montrer positivement, d'être vus même positivement et d'être au centre des attentions, et ici, d'une manière positive. J'ai pas l'impression, honnêtement, que les jeunes sont vus négativement ou positivement. Moi, ma conviction profonde, c'est que le changement, tout changement dans la société vient d'abord des jeunes. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Et quand les jeunes ne seront plus jeunes, il y aura quand même d'autres jeunes derrière qui, eux, seront le moteur du changement dans la société. Et parce que c'est comme ça, en tout cas je pense que c'est comme ça, parce que je pense que c'est comme ça, moi je suis plutôt optimiste et j'ai une foi profonde dans ce qui sort des esprits et des jeunes, de la tête de jeunes, surtout quand ils réfléchissent à plusieurs et qu'ils viennent sortir des sentiers battus, de nouveau dans tous les domaines. Alors, la culture a un rôle sociétal dans cette logique-là. Pour moi, la culture, c'est pas que l'offre d'un produit culturel ou d'un objet culturel ou de quelque chose qu'on va apprécier avec des émotions et des sensations. C'est un vecteur qui permet
à un humain ou à un groupe d'humains de communiquer des choses au monde. Pour moi, c'est ça la culture. La culture, c'est ce qui permet de dire ce qu'on a au fond de soi-même et de le partager avec les autres. Eh bien, comme les jeunes ont des vues sur les changements nécessaires dans la société, la culture leur permet de le dire. Et c'est en ça que le rôle de la culture, le rôle politique de la culture, est pour moi un rôle éminent. C'est qu'il donne les outils d'expression à ceux qui ont en main de quoi changer la société d'aujourd'hui pour demain. La culture, c'est ce qui va permettre ça. Et donc, modestement, évidemment, parce que c'est pas un échevin de la culture X, Y ou Z qui va changer ça, mais modestement, ma contribution comme échevin de la culture, je l'inscris dans cette logique. J'essaie chaque fois de me dire en quoi cette politique culturelle va répondre à cet objectif que je viens de dire, qui est un objectif de société. Et quand j'ai investi de l'argent soutenu par Joël Milquet, qui a commencé, et puis que j'ai continué quand je l'ai remplacé, quand on a investi 250 000 euros dans le hip-hop et les cultures urbaines, pour nous, c'était une manière de dire, ben voilà, des expressions culturelles qui ne touchent pas l'opinion publique parce qu'elles sont sous le radar, il faut pouvoir leur donner la puissance nécessaire pour qu'elles touchent tout le monde. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est même pas ça la question. La question, c'est qu'on puisse être touché par ça. Et puis après, c'est la société qui fait son travail, c'est les échanges, chacun en tire des émotions qui se transforment en réflexion, qui se transforment en action. Mais s'il n'y avait pas eu les 250 000 euros investis, on n'aurait peut-être pas pu soutenir des groupes des Marolles, des groupes de Laken, des groupes du centre-ville, qui ont pu jouer au BSF, qui ont pu jouer à Bruxelles-les-Bains, qui ont pu avoir leur propre festival de culture urbaine, qui ont pu après, pour certains, vivre de ça, etc., etc. Ce sont des petites gouttes d'eau, mais qui permettent à la culture d'être à la hauteur de son rôle et de son rang, c'est-à-dire le moteur du changement des sociétés. Alors, nous arrivons déjà presque à la fin de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question ici branchée musique. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide du CDH de la ville de Bruxelles, vous organisez un, ou peut-être plusieurs événements, qui ont pour but de faire découvrir un style de musique particulier, un genre de musique particulière? Je sais que vous venez de me parler des arts urbains, mais il y en a peut-être d'autres. Je vous laisse la parole. Oui, il y a effectivement énormément de choses, et c'est génial, franchement, de voir toute l'effervescence et la création à la pointe dans plein de disciplines. Je vais vous en citer une. Excusez-moi. Je vais vous en citer une. C'est le stand-up. Alors le stand-up, on connaît par les séries télé, on a vu Seinfeld, etc. Beaucoup d'autres. Le stand-up, c'est un truc qui fonctionne à mort à Bruxelles. Mais de nouveau, il n'y a pas forcément de tribune, d'espace pour le voir. Et il y a des dizaines de jeunes talents de toutes les origines culturelles, mais tous des Bruxellois, des gens d'ici, du territoire urbain. Ils vivent ce territoire urbain, ils cherchent à raconter leur vie avec de l'humour. Souvent le stand-up c'est de l'humour, c'est du one-man show en fait humoristique. Eh bien on a pu organiser plusieurs journées et des soirées pour donner un espace d'expression à des jeunes créateurs dans le stand-up. Et les salles sont bondées. J'ai pu financer la location du Palais des Beaux-Arts, une des petites salles de 500 places quand même, pour un des jeunes stand-up, Abdel, qui a créé une compagnie. C'était pour un soir, le premier soir était plein, il a dû faire un deuxième soir, le deuxième soir était plein. Vous imaginez 1000 personnes qui sont allées voir le stand-up alors qu'il n'y a pas de publicité à la télé, alors que c'est pas quelque chose de connu, alors qu'il n'y a pas de moyens faramineux derrière. Eh bien, il y avait un public pour ça. Et nous essayons de multiplier les occasions comme ça. Et un des projets, je ne l'ai pas cité dans les 3 prioritaires, mais un des projets, si nous avons la chance d'être encore 6 ans à la ville, c'est de lancer ce qu'on appelle la journée des talents. Que le CDH d'Etterbeek par exemple a déjà fait, que d'autres sections locales du CDH à gauche et à droite ont déjà fait. Moi-même comme président des jeunes du CDH, pendant 4 ans j'étais président des jeunes de tout le CDH à Bruxelles et en Wallonie. On a fait pas mal d'activités comme ça, la journée des talents. On prend sur nous l'investissement dans l'infrastructure et on offre l'espace à des jeunes créateurs, des jeunes artistes, professionnels ou semi-professionnels ou amateurs, et ils se testent avec un vrai public, ils se testent dans de vraies conditions, et là il en sort toujours quelque chose pour le public, mais aussi pour les artistes. Les journées des talents, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire pour le stand-up, comme on l'a fait pour les cultures urbaines, comme on pourra le faire pour toutes les disciplines qui viennent et qui viendront encore demain. Voilà, eh bien, en tout cas, grand merci d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir, merci. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui auraient raté le début de notre émission que vous vous présentez 3e pour le CDH à la ville de Bruxelles. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup. Au revoir.